bienvenue à cette table ronde, traditionnelle table ronde sur le e-commerce lors de Blend. Cette année, on va se demander qui peut encore gagner des millions en e-commerce. Parce qu'on considère que voilà, il y a beaucoup de mirages, même s'il y a de bonnes réussites et de participants sont là pour en témoigner. On va essayer de casser un petit peu les idées reçues, les mirages, qui sont notamment entretenus par certains vendeurs de pelles, puisque c'est une vraie nouvelle roulée vers l'or. On va parler de taille critique, on va parler d'innovation, on va se demander sur les 5 dernières années où sont les vraies innovations. On va parler de retail, notamment François a un bon point de vue sur la question. On va parler des pure players, évidemment, avec toi Olivier, et puis de data, aussi voir la data, en quoi ça apporte de la valeur au e-commerce. Donc les amis, j'ai oublié les verres pour vous, et c'est pas bien du tout, donc je vais les chercher. Merci Basile. Hop. Le premier rang aura à boire, donc vous pouvez vous rapprocher. Bah oui, je vois qu'on se garde des places là. Allez. C'est pas beau ça, pour les retardataires. Alors je vais vous demander de vous servir. C'est moche ce que vous faites de rester près du radiateur. Et puis je vais commencer à distribuer les verres pour le premier rang. Alors vous voyez que c'est des verres à vin tout à fait standard, en cristal. Parfait pour la dégustation à 17h. Je vais vous laisser vous les faire passer. On applaudit ceux qui avancent, bravo. Voilà. Donc là, on est quand même là pour se détendre, c'est la fin de journée. N'est-ce pas? Vous avez passé un bon blend, messieurs? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant, tous les trois? Je ne vous ai pas présenté, mais ça va venir. Des startups très bien. C'est vrai? Ouais, des services innovants, des gens qui travaillent dans l'analyse de log, bien foutu. Des formats de vidéo aussi, de présentation, je sais plus, 18 secondes, très bien. Une belle sélection de startups. Oui, ça a marché ça. Ça marche. En fait, moi j'ai assisté, je suis arrivé que cet après-midi, donc j'ai assisté à une conférence et après je me suis fait appeler par French Web et j'en sors juste. C'est ça les trucs stars. Voilà, c'est. Non, mais j'ai vu la conf sur le design thinking. Philippe Zimmermann. Voilà, exactement. Une start-up, effectuation, c'était très simple. François. Et puis, tu peux aussi dire que tu as passé le déluge Clermont-Lyon et tu es un survivant. François? Moi, j'ai regardé, j'ai assisté à une conférence sur le marketing automation, et puis quelque chose aussi sur l'UX, et puis sinon j'ai beaucoup déambulé, voilà, je suis très fatigué, voilà, j'ai le café. Tu es en train de nous dire que le e-commerce est un secteur fatigant? Ouais. Mais juste rajouter une chose, mais j'étais emballé par le fait de voir la conférence juste avant nous, là. Et je suis arrivé juste pour les 10 dernières minutes et j'en suis désolé parce qu'on est nous-mêmes engagés dans un process de libération d'entreprise et j'espère qu'il y aura des slides ou un contact possible avec les intervenants précédents parce que le sujet m'intéressait vraiment. Tu es en plein dedans. Bah tu dis. Ok. Bon je vais faire un petit peu les présentations. Donc François Marjon, tu es directeur e-commerce de Carré Blanc. Tu étais chef de projet en agence avant, tu as une vie en agence pendant 5 ans. Et aujourd'hui, tu déploies cette activité digitale de... Ça y est, ça commence à faire du selfie, ça va mal se finir tout ça. Et voilà, donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer du côté franchisé, du côté de ton réseau de filiales, comment ça se passe? Est-ce que c'est tous les jours facile, concrètement? Alors en fait, il y a deux choses. Quand on a un réseau de boutiques, il y a les filiales qui sont des boutiques qui nous appartiennent, et puis on a aussi des franchises. Et c'est sûrement là-dessus parce que c'est quelque chose de très important quand on parle de boutique. Une filiale nous appartient, une franchise ne nous appartient pas. Merci Olivier. Ça veut dire que le stock de la boutique ne vous appartient pas, que le patron de la boutique Carré Blanc il n'est pas asservi au groupe, et que s'il a envie de dire non, il dit non. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si on le développera encore un peu plus tard, mais il y a une vision très... c'est pour ça que je peux être un peu critique vis-à-vis de beaucoup de choses du web, même si j'en viens. Quelque part, on parle souvent de user-centric, d'avoir quelque chose qui parle au client, connaître les clients, faire grossir la base de données le plus possible. Voilà. Quand on est un retailer comme Carré Blanc, le premier client, c'est la boutique. Ça veut dire qu'en fait, sur Internet, on ne peut pas faire grand-chose si la boutique n'est pas d'accord. Et on a des patrons de boutiques qui sont des nanas qui viennent d'ouvrir et qui ont 30 ans et qui ont leur smartphone, on va dire, en prolongement de leur main. Et puis,
arrivez avec vos gros sabots, vous dites pas de problème, on va mettre en place un CRM, on va faire du trigger marketing, et là vous allez voir, ça va bastonner. Là, ils disent non. Ils disent au revoir. Et après, il faut courir. Donc c'est un peu toute cette problématique-là que je voulais vraiment appuyer par rapport à mon activité de e-retailer. C'est que le retail, c'est quelque chose qui se digitalise, mais c'est surtout quelque chose sur lequel on a vraiment besoin d'évangéliser beaucoup de sujets. J'ai vu beaucoup de confs aujourd'hui, des choses qui étaient assez techniques. Quand vous avez un réseau de franchise, il ne faut pas rentrer dans la technique. Surtout pas. Surtout pas parce qu'en plus, quand on est directeur e-commerce, j'ai tendance à dire que la technique, c'est toujours le plus simple. Il y a des gens qui sont faits pour, il y a des agences, moi je travaille avec des agences, voilà, je travaille avec JetPulp, c'est eux qui gèrent la technique, et nous, ce qu'on gère, c'est l'aspect politique, c'est l'aspect acceptation aussi de la stratégie digitale qu'on va mettre en place. Et à partir du moment où vous avez un réseau de 250 boutiques qui adhèrent, parce que ça c'est quelque chose de très spécifique à Carrellan, on a 250 boutiques, 180 en France, et 180 sont adhérentes à notre programme digital e-commerce, c'est plutôt une grosse performance et c'est une force sur laquelle il faut s'appuyer. Voilà. Celui qui fait du retail et qui se met en face de ses boutiques en pensant qu'il va faire des ventes en ligne parce qu'il marche plus et que les boutiques vont être se démerder, voilà. Oui, il y a un article qui est sorti il y a 2-3 jours, j'ai vu qu'en fait, quelqu'un qui disait qu'il ne suffit pas de se mettre à la vente en ligne pour faire sa transformation digitale. C'est beaucoup plus profond. Ouais, c'est beaucoup plus profond. Et même, prenons une chose toute bête. Moi, souvent, mon téléphone sonne, on a des startups qui m'appellent, qui disent Monsieur Barjon, on a la meilleure idée du monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voilà, telle ou telle opération, et puis on va faire du code promo, de l'incentive, ce genre de choses. Ouais, sauf que si vous touchez à votre prix de vente sur votre site d'e-commerce, il faut que ce prix de vente il soit impérativement répercuté sur une boutique. Parce que s'il n'est pas, là, il y a la boutique qui vous appelle, qui vous dit bah, tiens, mon paye à 89 €, vous mettez à 69 €, c'est de la concurrence déloyale. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1 an, 2 ans, votre réseau commence à fondre. Donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'il faut être plus malin que ça, il ne faut pas faire du pricing. Donc si on en fait, beaucoup, il faut que les boutiques adhèrent et soient au courant largement avant, pour pouvoir aussi, elles, mettre à jour leur prix de vente aux boutiques. Voilà. C'est ce genre de choses auxquelles on est confronté, mais c'est cette granularité en fait de l'activité qui rend ça finalement extrêmement intéressant. Voilà. On va revenir sur le retail et ce qu'on appelle aujourd'hui la revanche des magasins, mais juste là aussi éviter un petit peu les grandes formules et voir un petit peu plus dans le détail ce qui peut se passer. Olivier Bernasson, donc tu es président de pêcheur.com, tu as cofondé en 2000, c'est ça, 2 ans après Google, qui est ton meilleur ami quelque part. Oui. Donc vous avez été au départ un portail communautaire gratuit de passionnés, et puis tu t'es orienté petit à petit vers la vente en ligne en tant que pure player. Tu as intégré ta composante logistique, ce qu'on peut effectivement imaginer comme élément de croissance et de structuration pour un distributeur pure player. Et maintenant, tu es leader sur ce marché-là, 130 000 références, et tu as intégré le réseau Occident de Decathlon, avec aujourd'hui donc 54 personnes et un chiffre d'affaires de un petit peu moins de 20 millions. Un petit peu moins de 20 millions, dont 10% plus à l'international. Presque 25 cette année. Donc tu vois, ça c'était mes chiffres de Blend oui, parce que 2013. 130 000, aujourd'hui on est à 220 000 produits en catalogue et 150 000 disponibles à l'instant T, puisqu'il y a des choses qui sont épuisées quand on arrive au moment de la saison. Donc les chiffres sont un petit peu en dessous. Vous avez prévu de vous arrêter ou de vous calmer un peu? Non, le modèle, le but, c'est de tendre vers l'exhaustivité. Donc on sait qu'on n'atteindra jamais, mais le rêve, c'est de se dire que tout ce qui est disponible sur la planète en termes de référence de matériel pour la pêche et les loisirs nature, on doit être capable de le présenter, de le vendre et de le livrer. L'Amazon de la pêche. Je ne sais pas si je te dis ça. Comment? Si je te dis Amazon de la pêche, ça va pas te plaire. Non, ça va pas me plaire, parce que c'est pas tout à fait le même modèle. Et puis, c'est pas tout à fait la même qualité de service aujourd'hui, malheureusement. Ouais. J'aimerais bien qu'on soit l'Amazon de la pêche. Donc, c'est pas, c'est sur l'exhaustivité. Et puis, il y a aussi des valeurs qu'on n'a pas en commun. On est implanté dans un territoire, on a un modèle, on est effectivement pure player, mais il y a des personnes dans l'entreprise, c'est d'abord des personnes. On est ancré dans un territoire, donc aujourd'hui on livre 55 pays, mais on les livre depuis l'Auvergne, donc depuis ici, parce que maintenant on est en Auvergne ici. Je
pouvez pas la T'allais rater. la placer, celle-là. Vous pouvez pas la rater. C'est fait. Voilà. Ouais. Ouais, mais et donc, oui, notre modèle, c'est de livrer le monde entier depuis l'Auvergne. Et donc, en ça, on ne peut pas être Amazon, quoi. Voilà, donc, en termes de valeur, on n'est pas sur les mêmes choses. Après, en termes de qualité de service, c'est clairement un modèle. Sur l'offre aussi. Oui, sur l'offre, sachant que l'offre, on se la fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus une place de marché et qu'on maîtrise la totalité de nos colis et des préparations et de ce qu'on vend. Donc il y a aussi cette petite différence-là. On a commencé par une place de marché, mais d'accord, on l'a arrêté complètement. Alors que certains font le mouvement inverse. Alors que certains font le mouvement inverse, tout à fait. Ok, Et c'est volontaire de ne pas le faire. d'accord. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est clairement, on a aujourd'hui une offre sur nos métiers qui est quasi exhaustive. On ne peut pas aller chercher d'offres sur notre métier. Donc on pourrait aller chercher de la concurrence à nos propres produits, ça pourrait être ça. On pourrait aller chercher des produits complémentaires, donc sortir de notre verticale et de ce qu'on sait faire pour rajouter du jardinage, je sais pas, accessoires en montgolfière. On peut tout imaginer, des balançoires, des baby-foot, et puis où on s'arrête. Et où on reste un spécialiste, et à partir de quand on saura garder nos valeurs, ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut partager avec nos clients sur des produits qu'on n'aime pas, qu'on ne maîtrise pas, juste pour pouvoir présenter plus d'offres et monétiser. En fait, le vrai truc, c'est que la place de marché, c'est pas un choix des clients, c'est un choix des marchands pour rentabiliser et monétiser leur audience. Le client, il veut trouver un maximum de produits, mais le marchand, à qui il s'adresse, il n'y a personne qui a dit moi je préfère les places de marché, c'est super mieux. Ils veulent juste qu'il y ait plein de produits et que les produits leur soient livrés avec une bonne qualité de service, c'est tout. Donc, comme on calcule à long terme, même à l'international où ça pourrait nous permettre d'accélérer, de faire rentrer des détaillants locaux avec des produits locaux, etc., on fait le choix aujourd'hui clairement de ne pas aller sur les places de marché et de ne pas être une place de marché. Ok, c'est clair. Je te remercie. Hervé Bourdon, alors pour le coup marseillais, fondateur de la conférence Check Your E-Commerce. Toi aussi, tu as roulé ta bosse du côté des prestataires chez Oxatis, un certain... Ouais, pendant 6 ans, je me suis occupé du développement marketing d'Oxatis et j'étais le 3e employé, je crois. Et on était 60 quand je suis parti. T'as vu passer ça, c'était il y a longtemps. Tu as vu passer 2-3 boutiques. J'ai vu passer 2-3 boutiques et puis avec Marc, il est speaker cette année, Marc Schilacci. Il n'est pas speaker, c'est bon. Enfin, je lui ai donné un coup de main pour écrire un bouquin, comment monter une boutique en ligne. Et c'est très drôle parce que là, quand j'entends mes voisins, la question du comment se pose presque plus, j'allais dire. Je crois qu'Olivier, c'est ton beau-frère qui a monté la plateforme, c'est ça? Carré Blanc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Disclosure, je distribue une plateforme, je fais le business développement de web et solutions dans le sud de la France, c'est une plateforme, mais je vais plaider contre ma chapelle, le comment aujourd'hui compte relativement peu. C'est-à-dire il y a un moment où comment, il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui ne savent pas faire, il y a des gens qui savent mal faire, mais en tout cas, un marchand, un chef d'entreprise, s'il veut vendre sur internet ou en multicanaux, il sait trouver un équipement, je veux dire une pelle, un râteau. C'est un peu plus compliqué quand même, mais on sait trouver. Et on est aujourd'hui à l'heure de, vous l'avez dit tous les deux en fait, on commence à se poser la question du pourquoi, parce que une fois que le comment est résolu, il y a quelqu'un en face de soi, et pourquoi il n'achèterait pas sur une place de marché? Pourquoi il achèterait chez pêcheur.com, ou pourquoi il achèterait dans le magasin Decathlon, ou pourquoi chez Amazon? Pour Carré Blanc, ça doit être à peu près la même chose. Et donc, on est en train de tomber dans le psy là en ce moment. C'est vachement intéressant, je trouve, parce que, et non pas pour le plaisir de se... Je vais être vulgaire, de se tirer sur la nouille, mais la question du pourquoi est vraiment intéressante parce que on se demande qu'est-ce qui fait la marque. Qu'est-ce qui est intéressant chez Amazon, à part le niveau de service? Parce que si on pense que Amazon va écraser tout le monde, on arrête, on fait autre chose. Hein,
On prend sa retraite si on peut, mais il y a autre chose. Il y a des facteurs qui sont humains, qui sont de volonté, qui sont de désir aussi, qui font qu'on va acheter chez tel et tel marchand. Et donc la question du pourquoi se pose aujourd'hui. Alors, parmi mes multiples activités, j'ai monté aussi une asso de marchands. Alors j'en vois un peu de toutes les couleurs, enfin à titre amical, comme consultant e-commerce aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette question du pourquoi, l'abord, est extrêmement différente selon, je sais pas, il y a 2, 3, 4 populations différentes. On a des Olivier Bernasson, pure player, qui se rapprochent de distribution physique, mais leur révolution, ils l'ont faite toute seule, ça n'embête personne dans la boîte, ils sont pure player. Alors, quand on met à jour des prix, etc., ça n'impacte pas le réseau, comme chez François, parce que là, il y a les revendeurs, les franchisés, le réseau de boutiques qui se pose un problème. Et en fait, on est dans des marchés qui sont liquides, en fait. C'est comme de l'eau, on était auparavant dans des filières, et dans chaque filière, on contrôlait ce qui se passait. Alors vous étiez dans la sidérurgie, vous aviez des hauts fourneaux, ensuite on mettait le métal en forme, on avait une chaîne de distribution, etc. Aujourd'hui, c'est le bordel généralisé, puisque tout le monde peut vendre, enfin, il paraît, parce que c'est pas vrai du tout, mais tout le monde pourrait tout vendre. Et pourquoi moi demain, je ne ferais pas revendeur carré blanc? J'y connais rien, hein. Mais je me dis très bien que je peux sourcer le produit moins cher, trouver des clients et vendre. Mais il y a un truc en plus, on ne sait pas quoi, et je reviens au départ, la question du pourquoi. Donc, ce n'est pas des questions existentielles, c'est que les réflexions des marchands aujourd'hui s'orientent vers qu'est-ce qui fait vraiment ma spécificité, qu'est-ce que je vais mettre en avant. Et comme j'aime beaucoup le marketing, c'est une chose qu'il faut vraiment explorer. Mais ce n'est pas ça. Non. Encore change. Alors, ce sera le thème de chèque cette année. Je vous fais l'annonce. Vous êtes pas un gars. Je vous confirmerai le lieu, mais ça sera probablement le 16 et le 17 mai, avant que les e-commerçants préparent leur solde et tout ça, ils auront la paix. Et ça sera probablement à Aix-en-Provence. Voilà, deuxième info. Troisième info, le thème sera la Thank You Economy, l'économie de la gratitude. Merci. La transaction se conclut et se renouvelle par un merci. Et c'est quelque chose de très humain. Alors on parlera techno, mais derrière, il y a le petit cœur du client qui bat. Il y a un mot que j'ai entendu 50 fois. Oui, on peut l'applaudir, c'est beau. Et puis il a mis sa chemise rose. Magnifique. C'est peut-être le code du rose aussi qui était pas mal. Il y a un mot que j'ai entendu 50 fois ce matin, je ne sais pas vous de votre côté, mais le mot bienveillance qui en revient. C'est un mot qui est en train de revenir fortement à la mode, mais qui a du sens. En effet, dans cette tension généralisée, et en particulier sur l'e-commerce, on y revient, ça a du sens. Voilà. Donc c'est vrai que ce sujet, je pense qu'il mérite une journée, 2 journées. Chèque. Ça sera plus compliqué. Ah bon, ok. Non, on va faire un format particulier pour tous ceux qui animent Chèque, qui participent à Chèque. On va faire une before pour les speakers, les exposants, tous les partenaires. Et après, le mardi, ce sera ouvert à tout le monde. On y sera. Du coup, en force. Après, on ne sait pas si Lyon est une ville du Sud ou une ville du Nord, on va rentrer dans ce petit sujet-là. On parlait des aspects éditoriaux, pour aller un petit peu plus loin. Le contenu, peut-être comme, je dirais, une des forces des pure players. On ne va pas reprendre les sites français ou autres qui ont été des succès assez rapides, qui restent aujourd'hui où dans une situation effectivement où tout le monde peut créer sa boutique, donc les coûts d'acquisition ont explosé. C'est toi qui me disais que tu pensais que David pouvait encore terrasser Goliath grâce à ce sujet-là, et que, à force de faire un peu les rabat-joie dans des conférences web, peut-être qu'on se réfreinait aussi. Donc j'aimerais avoir vos points de vue à tous les trois là-dessus, en mode vraiment de bullshit. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a un détecteur cette année de bullshit. C'est pas un nerf, hein, donc faites attention. Allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. Là, j'ai le même chez Pêcheur. Je connais. Bon, c'est bien parce que tu connais pas. Ouais, le contenu, c'est une vraie problématique à notre échelle parce qu'on rentre dans des process quasi industriels de production des fiches produits, etc. Et que on prend en plus le parti de se dire que si le contenu est descendant, on perdra forcément. Et que la valeur ajoutée qu'on doit amener, c'est que le contenu
doit être amené par la communauté de nos clients. Donc on est né comme un site communautaire, on est en train d'y revenir sous des formes différentes, c'est-à-dire que on a commencé par un chat communautaire sur lequel nos équipes n'interviennent absolument pas, ne censurent pas, il peut s'y dire tout ce qu'on veut, et c'est d'une efficacité redoutable. On est en train d'intégrer d'autres choses, de l'intermédiation pour faire en sorte que les gens se parlent, s'auto-alimentent en contenu, produisent de la vidéo, etc. Et des avis produits, parce que bien évidemment ça fait partie du contenu. Parce que nous, au bout du compte, aujourd'hui notre métier, c'est pas de produire du contenu, c'est de savoir faire des cartons, les envoyer en bon état, et avec les bons produits à l'intérieur, aux meilleures conditions. C'est de faire en sorte que les gens qui sont autour d'une passion trouvent chez nous tout ce qui a trait à la passion, mais pas forcément produit par nous. Et y compris se dire que demain, le contenu à valeur ajoutée qu'on pourra amener, c'est l'information, de dire que le produit, ils vont le trouver ailleurs que chez nous, peut-être même à côté de chez eux, chez un de nos concurrents, mais nous, leur avons rendu ce service. On est à 2 doigts de le faire. On est à 2 doigts de le faire. Tu vas vraiment le faire? Moi, je pense qu'on peut le faire. Tu penses que tu veux le faire? Oui, je pense qu'on peut le faire. Bon. Je pense qu'on va le faire parce que je va tout surveiller. C'est dans le sens de l'histoire. Je ne vais pas appuyer sur le bouton. Non, mais aujourd'hui, on a déjà des choses qui, chez nous, en interne, sont acceptées mais qui ont mis du temps. C'est qu'on a des pubs pour des concurrents qui s'affichent sur nos fiches produits. C'est-à-dire qu'on affiche des pubs Google qui sont du retargeting ou du display, qui sont pour des concurrents. Là, tu y trouves ton compte, mais tu trouves toujours ton compte. Tu rends un service à ton client, je suis d'accord sur le fond, mais tu rends un service à ton client en l'envoyant chez ton concurrent et tu estimes qu'au final, il va t'en remercier et revenir quand même chez toi. Il va m'en remercier d'une manière très simple, c'est qu'il va venir chez moi directement au lieu de passer par AdWords. Et tu préfères qu'il aille voir la concurrence aussi, tester la différence, tu sors avec ça, il n'y a aucun problème. Encore une fois, il n'a pas besoin de moi pour la trouver, la concurrence, il la trouvera. Donc si je lui facilite le travail, bon. Voilà, donc en tout cas, on est dans cet état d'esprit de se dire que on doit devenir l'endroit où, contenu, pas contenu, etc., on doit être la porte d'accès où les gens ont le réflexe de se dire je veux trouver quelque chose qui a trait à la pêche, je vais chez pêcheur.com. Que ce soit un produit, une vidéo, un conseil, un autre utilisateur qui a la même passion que moi au même endroit. Donc on a toutes ces informations, il faut qu'on travaille, qu'on fasse de l'intermédiation. Il y a des tas de services aujourd'hui qui se déclinent sur la location d'appartements qu'on pourrait très bien décliner sur du matériel de pêche. Donc tu gardes ton idée initiale de 2000 oui, portail communautaire. On est en train d'y revenir. D'y revenir. Oui, on est en train d'y revenir. Carré blanc, le contenu que vous produisez, de la vidéo, du réseau social, de fiches produits, du blog, conseil presse. Rien. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'un produit carré blanc, c'est un produit déco. C'est-à-dire quelque chose qui a beaucoup changé. Finalement, il y a même, je sais pas, je n'ai pas joué les anciens combattants parce qu'en plus j'ai pas l'âge, mais il y a 25 ou 30 ans, quelqu'un qui achetait une parure de lit, en gros, il voulait bien dormir, le motif il s'en foutait un peu, il voulait que ça puisse être lavé à 90 degrés. Voilà. C'est vrai que ça va, je ne dors pas. On est à la maison, hein. Les vieux picotent, merci. C'est pas ce que j'ai dit. Nos Ventura. Encore. Non, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que... Ils ont laissé les flingues au vestiaire, excuse-moi. Le marché du linge de maison est un marché qui est extrêmement éclaté. Il y a notamment quasiment 50% du marché qui est dans la grande distrib, parce que là, pour le coup, l'histoire n'est pas passionnante à raconter, parce que pour le coup, les gens cherchent du prix, point barre. On a des gros VPCistes, alors des groupes de BKS, ce genre de mecs. Et puis nous, on est sur une distribution spécialisée, c'est-à-dire que pour le coup, le produit Carré Blanc, vous allez trouver que chez Carré Blanc. Alors, 2-3 exceptions près, vous allez peut-être en trouver un peu dans des corners, aux Galeries Lafayette ou au Printemps, mais enfin, concrètement, vous ne trouverez pas un produit Carré Blanc ailleurs que chez Carré Blanc. Ça, c'est une de nos spécificités, c'est aussi parce qu'on a un style particulier et que c'est comme ça qu'on se démarque. Avant, on se démarquait par le rapport qualité-prix, par même la qualité, par plein de choses. Maintenant, on se démarque essentiellement sur le style. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le style qu'on a, puisque tout ce qui est produit Carré Blanc est développé à Rouen, puisque je rappelle qu'on est dans le 42, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je suis stéphanois, j'aime bien le dire. Et là, tout bascule. Voilà, le style. Donc c'est vrai que quelque part, créer du contenu, nous, notre contenu, il est simple, il est visuel.
Nous, on a des boîtes qui envoient du pâté. Enfin, je vois pas. Tu me fais un signe de la tête parce qu'il a toujours pas répondu à la question, c'est ça? Hein? Qui marche pas. Ouais, non, mais on va lui en mettre un petit. Je vais vous raconter une histoire. Alors, tu réponds pas? Ça va. Je vais vous raconter une histoire très rapide. À une époque, je travaillais pour un industriel. Et ce mec-là, c'était un industriel qui imprimait du papier peint, des choses comme ça. Voilà, on imprimait du papier peint en grande série. Voilà. Et puis, on avait monté un site de vente de papier peint, posters. Ouais, sauf que le problème qu'on avait, c'est que quelque part, on vendait un article déco alors qu'on était un industriel. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est qu'il faut aussi être en phase avec l'ADN de la société dans laquelle on travaille. Et l'ADN de cette société, c'était une ADN industrielle, et non pas c'était pas de la déco. Donc ce contenu déco, on était incapable de créer. Et on essayait de le créer. Hein. Franchement, on a créé des galères, pardonnez-moi l'expression. Et c'était pas très intéressant. Donc concrètement, c'est vrai que là, si on parle de pêcheur.com, du moins c'est comme ça que je le vois, on a cette technicité aussi qui fait qu'il peut y avoir des échanges ou une communauté qui peut grossir. La technicité du linge de maison, oui, bon, d'accord, ouais, ta serviette elle est douce, oui, elle est douce, et la tienne, ouais, pas mal aussi, mais vous voyez, c'est. Donc, quelque part, si vous voulez, ce qu'on va pouvoir faire. Je suis pas d'accord. Tu m'as parlé de style, là, tu dois un peu. C'est quoi le style carrément? On a tous envie d'aller se connecter après. Le style carrément, qu'est-ce que c'est? Luc, le site est bien. Le style carrément, c'est un style qui est visuel. On va pouvoir expliquer pourquoi on a fait cette création-là, quelles sont les tendances et les axes créatifs qu'on a créés. Mais de là à créer un contenu pour la thé d'oreiller qui est assortie avec la housse de couette, etc., franchement. Il faut qu'on se parle. Je suis pas du tout d'accord. Hein. C'est n'importe quoi. Non, c'est du bullshit ça. C'est pas du bullshit, je pense qu'il le pense, mais je suis pas d'accord. C'est pas du bullshit, je pense qu'il y a la conviction. Vidéo, pas de vidéo, que dalle, rien. Après, bon, sur les vidéos. Non, mais les gens veulent avoir confiance et se faire plaisir. Ah, mais ça, je suis le contenu peut correspondre à ça et il peut être un peu plus large que les produits. Il n'y a pas que la bouclette de la serviette d'éponge. Ouais, mais si tu veux, on en revient toujours à ce que je te disais au niveau de l'ADN de la boîte. C'est-à-dire que l'ADN de la boîte, c'est de fabriquer des housses de couette. Mais il peut évoluer, non? Disons que ça prendra un certain temps. Il dit quoi, Olivier? Il dort. On a bien fait de mettre un rugbyman entre les deux parce que je sens que ça va mal se finir. Non, pas du tout. C'est simplement que plutôt que de créer du contenu qui finalement servira à rien, ou derrière on a notre agence SEO qui fait ouais, il faut créer du contenu, vas-y, rajoute du mot-clé. Ah oui. C'est vrai qu'on préfère la fermer. Alors j'aurais peut-être dû préciser du contenu pour l'utilisateur, pas que pour Google. Bah, ça, c'est un contenu que pour le moment on n'est pas capable. D'accord. Okay. Non, mais ça va pas être capable. Que dit le. Mais ça viendra peut-être. Le sage. Non, le sage, non, l'ancien combattant. J'ai bien noté. Non, après, le truc qui est important, c'est de ne pas essayer de faire ce qu'on sait ne pas être capable de faire. Donc déjà, ça, c'est un principe que moi j'aime bien. Quand on est sûr qu'on ne sait pas faire quelque chose, le mieux, c'est d'attendre, de se donner une chance de le réussir. Si on a la certitude qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Après, le contenu peut prendre différentes formes. C'est-à-dire que oui, effectivement, mais bon, je ne suis pas très porté sur le linge de maison, mais je ne me vois pas passer du temps à regarder une vidéo avec un oreiller en 3D qui tourne, et là je le sens pas. Par contre, mais par contre, d'avoir des histoires, des trucs scénarisés qui se passent sur du linge de maison. Faut aller voir Marc Dorcel demain, peut-être au Ah voilà, avec les casques connectés là. Tout est possible. Communiquer sans budget. Donc on peut imaginer des tas d'histoires, je pense, autour d'à peu près tous les produits. Après, il faut que ça colle à la marque, il faut que ça colle à... Encore une fois, si c'est pour créer des contenus dans lesquels tous les franchisés vont pas se reconnaître, vont pas comprendre à quoi ça sert, ça sera peine perdue. J'ai essayé peut-être de prendre, je ne connais pas le site, mais je prends la défense de François, qui nous parle de style, donc est-ce que ce contenu passe à travers éventuellement la photo, la scénarisation des photos? Je sais pas. C'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est quelque part, on a une marque qu'on appelle une marque émotive, on crée des émotions. Vous voyez un truc qui tire à l'or, ils s'en prennent plein la gueule. C'est bon, veux chez moi. Olivier Bernasson est ému. Je suis à côté de lui, il est ému. C'est vrai que cette notion de créer des émotions, parce que quelque part, quand on crée, quand on achète une parure de lit ou une parure de bain et qu'on la met dans sa chambre à coucher, c'est quand même un acte engagé quelque part. Parce que quand même, on allait dormir dedans. Ça, c'est important.
différence, c'est que le linge de maison est devenu maintenant un produit déco. Et que pour créer ce contenu qui est vraiment une plus-value, il faudrait qu'on soit capable de créer un contenu déco. C'est un contenu qu'on ne sait pas créer pour le moment, ça, on n'est pas des décorateurs, on est des fabricants des mousses de couette. Voilà. C'est juste ça ce que je veux dire. Et c'est vrai que par contre, sur tout ce qui est contenu, évidemment qu'on peut, et qu'on fait, on va dire, on raconte une histoire en rapport avec avec les créations qu'on fait. Mais voilà, c'est juste qu'on explique. Bon, on va changer de sujet. On va te laisser un peu tranquille, momentanément. Ah, par contre, si je Mais c'est un rajoute, truc intéressant. je rajoute quand même quelque chose, parce que ça c'est super important, c'est que par contre, vous avez votre cliente qui est en boutique, qui dit « Ah bah moi j'ai une chambre à coucher, j'ai mon rideau qui est bleu, qu'est-ce que vous avez comme mousse de couette bleue, qu'est-ce que vous aimez le brodé, vous aimez machin ?» Quelque part, ce contenu, ce contact et ce lien-là, ce boutique de fait, beaucoup plus que la boutique en ligne. Voilà. Ça fait partie des avantages du magasin physique par rapport au boutique. Exactement. J'ai cru que tu allais me dire on a un configurateur avec la couleur de la chambre et tout. Non, si je fais ça, je devrais avoir des problèmes. Beaucoup de problèmes. Ok. Bon, le sujet du contenu. Après, voilà, la question que je voulais aussi vous poser, tous les trois, vous allez tous les ans au salon e-commerce. Vous aussi, parmi vous dans la salle, d'ailleurs, qui est e-commerçant dans la salle? D'accord, ok. Les autres, vous pouvez partir. Non, Qui pense que le e-commerce ne marchera jamais? Olivier? Qui s'est trompé de salle? mais il n'a pas tort, Qui est Olivier. venu juste pour l'apéro. Non, mais il faut qu'on le dise, le e-commerce, il existera plus très très bientôt. C'est le commerce, c'est tout. Commerce connecté. Bravo. Non, mais c'est même pas ça, c'est que. Non. Ah, bah, c'est facile. excuse-moi. Non, Grégory, c'est toi qui l'as dit ça. Oui. Mais je veux dire, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, tu as commencé là-dessus et c'était tout à fait légitime. La situation de Carré Blanc est caractéristique. Aujourd'hui, les pure players vont être forcés ou avoir envie d'ouvrir des boutiques. Les réseaux de boutiques à intégrer du e-commerce. Le concept de pure player e-commerce, il perdurera probablement. Je veux dire, c'est comme la télé, la radio, etc. Mais ça finit quand même par beaucoup se mélanger. C'est inéluctable. Et c'est pas du bullshit. Non, c'est pas du bullshit. Et j'ai envie même de dire tant mieux pour la culture des équipes en interne. C'est toi, François, qui m'a dit c'est pas facile tous les jours dans une entreprise traditionnelle d'insuffler ça, même si on sent que ça peut être un relais de croissance. Donc tant mieux si tout se mélange d'une manière ou d'une autre. J'étais parti sur le salon e-commerce en disant c'est quand même une sorte de grosse jungle hyper sophistiquée où on en prend plein les yeux avec des nouveaux acronymes tous les ans, des trucs dans tous les sens, des chiffres, des pourcentages. Et en gros, là où je voulais en venir, c'est selon vous, qui êtes vraiment des fins observateurs, c'est quoi les vraies innovations depuis 5 ans? Alors, le mobile, évidemment, bon, qui est plus un prolongement, je dirais, de l'écran, mais voilà, en termes de technique, en termes de marketing, peut-être en termes de business model aussi, ce serait assez intéressant d'aller là-dessus. Pour vous, c'est quoi la grosse innovation, s'il y en a eu, Alors, sur les 5 dernières années? Honnêtement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Par contre, il y a des révolutions qui sont en train de se faire et qui vont rebattre les cartes. Le mobile, et c'est pas une innovation du e-commerce, c'est juste une révolution d'usage. Et là, il arrive d'autres choses qui sont du même ordre, qui sont des révolutions qu'apportent les comportements collaboratifs, qui vont probablement brouiller là aussi les cartes. Et autant les magasins que les pure players et que les acteurs de l'ensemble de la chaîne du e-commerce vont être amenés à un moment donné à repenser les modèles en fonction de ça. Parce que ça va toucher fort les bords. Tu parlais de ton chat communautaire, vous avez un système de super ambassadeurs comme Blablacar avec des gens qui vous mettaient des étoiles? Alors, ils se mettent les étoiles entre eux. D'accord. C'est-à-dire que le système est automatique. Nous, on n'intervient absolument pas dans les réponses, ni dans la qualité des réponses. C'est pas le même système que celui qui a sur Price Ministère où il y a une formation des clients qui répondent. Ils sont formés par le site et adoubés par le site. Là, n'importe qui peut répondre. On a des gens qui ont répondu à plus de 3000 questions. Voilà, non, mais c'est surréaliste. Quoi, D'accord. Vous gagnez un point, un saut? Comment ça se passe? Non, ils ne gagnent rien, si ce n'est qu'ils sont reconnus par les autres comme les experts les plus serviables, les plus gentils, les plus pertinents, les plus disponibles. Ça leur fait plaisir. Ils regardent les émissions de chasse et de pêche la nuit. On s'occupe. D'accord.
Voilà, donc le truc fonctionne sur d'autres critères que de la gratification pécuniaire en bon d'achat, en matériel, etc. C'est la communauté. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, quand ils nous interpellent en nous disant dites donc, vous pourriez juste remarquer qu'on bosse pour vous quand même, ils ne réclament pas de l'argent, ils réclament juste le fait de nous parler. Voilà, c'est juste de la reconnaissance, et en fait, c'est pas loin de ce que disait Hervé tout à l'heure, la gratitude. On est dans quelque chose où la gratitude est en train de prendre un poids important, et il va falloir composer avec ça. Mais c'est pas une innovation. C'est le love commerce. Ce serait le love Si, computer. si tu veux, mais je crois que cette histoire est très importante et maîtrisée par peu de monde, et c'est ça qui me fait très peur, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, on parle des GAFA, ils stockent de la data, etc. Ils enregistrent tous les comportements qu'on peut imaginer. Mais il y en a quand même un qui a vraiment hyper compris et qui offre déjà des outils que très peu d'entre vous, j'imagine, utilisent, parce que je vois quand même le niveau d'équipement des marchands en général. C'est ce que propose l'Open Graph de Facebook, qui permet de faire du retargeting de fou furieux, de reparler dans le creux de l'oreille à des gens qui se sont déjà approchés de l'entreprise ou de ses pages web ou de ses articles, avec ce qui va arriver ou ce qui existe déjà en termes de retargeting dans le commerce réel, et de travailler sur du comportemental. Alors pour l'instant on teste, on se fait des plays, des bosses, ou alors on n'y touche pas du tout, mais c'est quand même ce qui nous pend au nez d'ici très peu de temps. Et je vous rappelle quand même, je ne vais pas faire trop le professeur, mais oui, parce que j'enseigne à côté, mais je vous rappelle quand même un truc, c'est que ce type de nouveaux usages ou d'utilisation technologique, je vous parlais du pourquoi et du comment. Le comment n'est pas encore maîtrisé, mais eux, ils en sont déjà au pourquoi, c'est-à-dire ils analysent les motivations, ils savent qui est ami avec qui, pourquoi, que la cousine, elle a acheté une parure de lit et que l'autre cousine va probablement en acheter une bientôt et que c'est le moment de lui pousser de la pub, et qu'ils sont capables de proposer aux marchands qui vendent la parure de lit d'être annonceurs sur de la parure de lit, alors qu'il n'y a que Facebook qui est au courant, et on se demande pourquoi ils ont eu la bonne idée de proposer ça. Et on est, là où je voulais en venir, c'est qu'on est toujours dans un secteur où l'information est liquide, c'est pas horizontalement, on n'est plus dans les filières dont je parlais tout à l'heure. Et qui maîtrise cette information qui a de la valeur, ce sont ces fameux intermédiaires. Et donc, en tant que marchand, en tant qu'acteur sur ces secteurs, on est obligé de se poser la question, comment je reprends la maîtrise des flux d'informations, de contact entre les personnes, qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter. On revient encore à la même question, mais l'information est présente. Et la vraie nouveauté, elle peut se traduire justement par ces informations qui permettent de faire du retargeting, mais qui sont les informations de profil, qui bougent autour de votre communauté. Dans les outils les plus intéressants que j'ai vu un concurrent, mais j'aime beaucoup, je fais pas de pub, mais c'est Spread Family, qui permet de savoir qui est venu sur votre site, qui a interagi avec votre marque, qui a balancé des tweets, faire du tracking sur qui on a parlé à sa cousine qui a fini par acheter. Alors pour l'instant c'est du balbutiement, mais n'empêche que là on tient des trucs qui peuvent être champions. Ouais, alors on va tourner sur le truc de la data, puisque ça fait partie aussi des questions et on y arrive. Et depuis toujours le e-commerce par rapport au commerce traditionnel tel qu'on le connaissait. J'en ai deux qu'on décroché là, je vais laisser dans les années passées, le e-commerce produit de la data. Alors c'est pas une nouvelle, il en produit beaucoup. Il en produit plein. On peut même se noyer dessous tant qu'on veut. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas tant de s'apercevoir que les choses sont possibles, c'est de se mettre en capacité de faire le tri avec toutes les données qui arrivent toute la journée, les KPI. Je disais un truc hier, c'était chez un téléopérateur, le gars disait on a créé un tableau de bord quotidien qu'on envoie et on lui a donné comme nom 10 indicateurs, pas plus.
Et aujourd'hui, suite aux demandes des utilisateurs, il s'appelle 50, c'est pas assez. Donc le truc, c'est que la data, on en mange, on va en manger, et le vrai enjeu, il n'est pas dans la data, il est de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, et quels moyens on donne pour en faire, et quel filtre on met sur cette data pour arriver à en faire quelque chose. C'est-à-dire que, est-ce qu'effectivement la pertinence, c'est de savoir qui est venu, de mieux traiter, parce que sauf les très très gros acteurs qui arrivent à traiter simultanément l'ensemble de la data, et encore on ne sait pas jusqu'à quel point, il n'y a pas de déperdition. Après, c'est complexe, quoi. Enfin, il faut des outils qui coûtent toujours de plus en plus cher, et puis surtout il faut le cerveau pour arriver à concevoir la stratégie data dont on a besoin dans l'entreprise. Et j'ai presque envie de rajouter une couche du dessous ou du dessus, mais il faut aussi avoir de la data juste. Parce que, enfin, moi dans les cas de figure que je rencontre, c'est 9 fois sur 10 des écarts de plus de 10%. On sait que sur un outil comme Analytics, on va être dans une fourchette de 5 à 10, mais sur des écarts pas acceptables et qui peuvent induire des mauvaises décisions d'investissement. C'est vrai, déjà ça, il y a quand même des exemples très concrets où la justesse, enfin, ce que disait Olivier était tout à fait juste, on peut se noyer dedans. Donc c'est un peu la mentalité de pêcheur. On cherche du poisson. Non mais c'est quand même parce qu'on a le troll d'or. Ah ouais, d'accord. Je sais qu'il va pas tweeter celui-là, mais bon. Ce que je voulais dire simplement, c'est que pareil, je vous donne un exemple qui est très simple. Vous distribuez de la broderie ou de la laine, des kits. Je prends un exemple simple. Vous lancez une nouvelle gamme. Vous avez toutes les semaines 10 blogueuses mode qui vous disent « Hey, envoie-moi un kit à 50 €, je vais faire un billet sur mon blog. » Je ne me moque pas des blogueuses, hein, c'est la réalité telle qu'elle est vécue. Vous avez des outils, c'est pas du big data, c'est du small data, c'est des outils de mesure qui vous disent bah, à la dernière OP, il y a machine, elle n'était même pas dans le programme, elle a fait un billet de blog, elle a envoyé tant de visiteurs et elle a généré tant de ventes. On sait ce qu'on cherche, c'est des filets, c'est la chasse aux lapins, on met des collets, on les relève. On n'essaye pas de faire l'inventaire de tous les petits lapins qui sont dans la garrigue. On essaye de trouver des points de passage et d'attraper des futurs clients ou des prescripteurs. François, j'ai carré blanc, la data. Oui, je te sens un peu vexé là. Sur le contenu. Non, je voulais juste revenir sur le salon du e-commerce parce que c'est quelque chose d'important. L'année dernière, il y avait le salon Equipmag et puis il y avait le salon du e-commerce. Equipmag, c'était voilà, comment vous équipez vos magasins, regardez, on a des super, on a des Python, on a des ultrasons, on envoyer des notifications, tout ça. Et puis cette année, curieusement, le e-commerce et Equipmag, ils ont dit ah bah tiens, on va faire de la diffusion. Et puis vous arrivez au salon du e-commerce. Mais il est où Equipmag? Le salon du e-commerce a complètement bouffé Equipmag. Voilà. Pourquoi? C'est parce que aussi quand vous alliez à Equipmag et que vous avez des mecs qui essaient de vous vendre du Bitcoin, bah, quand vous lui demandez qui c'est qui l'installait, bah, vous sortez que des références anglaises, des aéroports, des machins comme ça. Mais quand on posait vraiment la question de savoir, ok, mais qui c'est qui s'en sert, même si on a toujours un peu dans un coin de la tête qu'on a envie d'être des pionniers, quand personne n'achète, il faut aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi? Voilà. Donc c'est un peu ce fond-là, c'est-à-dire que et ça rejoint complètement cette notion de data, c'est-à-dire que nous chez Carablan, on est parfaitement capable d'entendre que demain on a la cliente qui va rentrer dans sa boutique, qui tout d'un coup elle va recevoir des notifications sur son smartphone. On est dans des boutiques de 50 mètres carrés. Donc il y a quand même une vendeuse qui vous a en tant qu'animateur et qui va vous raconter quelque chose. La vendeuse va arriver avec sa tablette. Là, elle va savoir quels sont l'âge de vos gamins, ce que vous avez acheté sur les 3 dernières années. Alors, effectivement, tout ça c'est très intéressant. D'ailleurs, on a pu le voir au salon du e-commerce. Tous les gros, les CGI, Remar, tous les mecs qui font des gros ERP, ce genre de choses-là, ils se staffent pour essayer de vendre ce genre de solution. Mais sortir de la data, c'est une chose, mais demain, et c'est pour ça que j'appuie lourdement sur le retail, demain, cette data, oui, bien sûr, en étant responsable digital, moi je vais la traiter pour la partie web, mais c'est la vendeuse qui va avoir cette tablette dans les mains qui va devoir la traiter. Et ça, est-ce qu'elle sait le faire? Compliqué. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce qu'il va falloir, c'est arriver à donner des billes aux vendeuses avec leur maigre savoir-faire. Des fois, elle vient de commencer, elle a commencé depuis 2 semaines, c'est une nana qui sort des études, elle a fait son BTS MUC. Voilà, typiquement.
typiquement, il va falloir être capable de lui donner de l'information quelque part qui soit utile. Et Gisèle, quand elle rentre dans sa boutique Caragan, s'il y a une gamine de 20 ans qui arrive et qui dit tiens, je connais toute ta vie, je sais exactement ce que tu as fait, tiens, je te pousse tel produit, et bien quelque part on enlève à Gisèle son libre arbitre, on enlève à Gisèle la possibilité aussi de se promener, de s'imprégner, de tester et de poser sa question. Et je trouve que c'est ça qui est extrêmement. Enfin, il y a quelque chose qui me dérange un peu, si vous voulez, dans cette notion de full data, c'est que par exemple, il y a quelque chose qu'on entend assez peu, c'est les questionnaires clients. Et ce qui est bien, c'est d'arriver aussi à donner la parole aux clients. C'est pas simplement regarder leurs habitudes, c'est aussi leur demander leur avis. Et en ce sens, d'ailleurs, tout ce qui est réseau social ou forum ou ce genre de choses, beaucoup a un intérêt parce qu'on leur donne la parole. Mais traiter le client via la data, c'est pas comme ça qu'on arrive à créer du lien. Le bon vieux marketing à l'ancienne. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la conférence en plein lien sur l'UX tout à l'heure. C'était intéressant parce qu'en gros, le témoignage, c'était de dire, alors voilà, on fait des super zoning de l'UX, et bien souvent, quand on le fait, on n'a pas rencontré un seul vrai client. Voilà, donc on parle d'UX, mais il manque un petit U dans la démarche, un vrai U, quoi. Encore une fois, la data, c'est pas elle qui est en cause, c'est quels OP marketing on met en place. On pourrait très bien faire du marketing à la pampa à partir de la data. Ça n'empêche pas. Si la data elle est récupérée pour que la vendeuse en magasin s'en serve avec ses méthodes à elle, ça reste la data. Il n'y a pas de la mauvaise data et de la bonne data. Il y a comment on s'en sert. On va reprendre pour ceux qui ont vu le cache investigation sur le web marketing, où s'apercevait qu'une carte de fidélité, mon Dieu, ça donnait des informations sur ce que vous avez acheté. Et donc, comme ils ne reprenaient pas la bouteille de vin, qui est un produit assez neutre, ou un truc de croissant, Élise Lucet avait choisi de faire un truc sur les couches pour incontinence des dames. Et donc, le truc, on sent bien que là, vous vous rendez compte, le Carrefour, ils savent avant vos proches que vous avez des fuites. C'est horrible. Mais en réalité... D'avoir des fuites. Mais en réalité, dans le commerce de quartier à la papa, elle le savait aussi, la vendeuse, et puis là, elle en parlait au banquier, au bistroquet, au machin, et tout le village le savait. Donc, la perception qu'on a de la data et de ce qu'on en fait, c'est deux choses différentes. Donc, c'est pas la data qui est en cause, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'en faire et qu'est-ce qu'on déploie derrière pour l'utiliser de manière intelligente. L'idée de pourquoi on fait les choses, de sens et de professionnalisation aussi, si on n'est pas capable de la traiter. C'était un bel exemple, merci Olivier. Malheureusement, et c'est un peu hors conf, mais on est dans un contexte de déprime globale. Il faut bien le dire. Aujourd'hui, le e-commerce arrive dans un contexte que je comparais bien volontiers à l'état des centres-villes dans les années 60-70. Il a fallu l'irruption de chaînes, de franchises, d'une démarche généralisée d'équipement, de vitrines, d'éclairage, de mise en scène des commerces, de modernisation des centres-villes, de leur restructuration aussi en espace piétonnier, l'équilibre voiture, etc. On est exactement dans ce contexte. Vous vous souvenez des vieilles boutiques de votre enfance, si vous êtes né en même temps que moi, mais de ces centres-villes qui étaient ravagés par les bagnoles, parce que 30 ans avant, ça marchait très bien quand il y avait peu de voitures. Les devantures salies, pas de mise en scène, c'était fait... il a fallu les années 80, les Benetton, les machins, les trucs, pour que ça bouge comme ça. Et on est exactement dans... Enfin, je ne sais pas si tu confirmes, François, pour Carré Blanc, mais on est dans cet état-là. On est dans une situation et de crise, parce que les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent, enfin ça dépend lesquels, mais de pré-modernisation en fait. Donc on ne sait pas exactement quelle tête ça aura, mais on est juste avant. Alors le juste avant c'est super pénible, parce que c'est le moment où les morceaux de crépice d'école... C'est la boucherie. Et voilà, c'est la boucherie dont parle Olivier, sur laquelle on décode sur Twitter depuis des mois ou des années maintenant. La boucherie du e-commerce, donc de pré-modernisation, et c'est assez difficile d'imaginer ce qui va venir là dans un an, mais il va se passer quelque chose. Je ne vous ai pas entendu sur les modèles aussi, justement, ça permet de venir à ça. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, par exemple, Shiptip.com, où on est sur du personal shopping, voilà, on revoit un petit peu la notion du commerce. Après, on fait appel à des choses qui existent dans la vraie vie. Est-ce que vous voyez des innovations là-dedans, dans les business models?
Non, les dernières grandes innovations, c'est l'abonnement, mais c'est plus très nouveau. Après, mais on voit que Amazon en fait maintenant l'abonnement. Donc on voit qu'il y a des modèles qui sont en train de se tester, de se généraliser, comme il y a eu des ventes privées, tout le monde s'est mis à faire des ventes privées, des abonnements, tout le monde se met à faire des abonnements, etc. Donc ça reste des méthodes très traditionnelles qui sont essayées, déclinées, modifiées. Il y a beaucoup de marketing derrière, donc il n'y a pas de révolution. La vraie révolution, c'est Blablacar, c'est Airbnb et c'est Uber. Là, il se passe des trucs vraiment dans les usages et deux, dans l'économie, puisque l'argent ne circule pas de la même façon et pas entre les mêmes acteurs. Donc là, il se passe vraiment des trucs... Que va-t-il se passer avec les services de livraison en mode Uber? J'ai besoin d'un paquet de clopes, est-ce que le voisin avec sa mob, par une plateforme d'intermédiation, il va pas me le chercher? Moi j'ai vu des stagiaires là, en école de commerce, ils ont habité à Dubaï. Il y a des services comme ça pour se faire livrer du McDo, quoi. Oui, mais enfin, généralisé, non. Je sais pas qui a appelé pour me faire livrer des McDo dans 5 minutes dans cette salle. Pas à Marseille. Ici, là, maintenant? Ok. Allez, vas-y. Je vous pas une aucun souci sur ça. S'il vous plaît, je te prête ma carte bancaire. Fais-nous livrer des hamburgers là maintenant, tout de suite dans 10 minutes. Bon, ok. Si vous voulez, mais je veux dire par là que les plateformes d'intermédiation, on va dire un dernier mot. Oui, ils sont chauds. Non mais vous aurez un coup à voir. Non mais en fait, en termes de service, et je reviens encore une fois au comment et au pourquoi. En termes de service, on est encore au niveau 0. Je ne sais pas si toi, sur Fisher.com, tu as des niveaux de service comme aux US. Tu vas acheter une robe, même si tu l'avais pour une soirée, le lendemain tu retournes voir le commerçant, tu dis finalement il n'est pas si bien que ça. Bon, si elle ne sent pas trop la clope, il la reprend. Ah non, c'est mieux que ça. Non, nous on a, y compris sur les cannes à pêche et les enclumes, alors pas d'enclumes, mais des trucs très lourds. On a le retour gratuit pour tous, au moins en France pour l'instant, donc sans aucune condition, comme fait par les acteurs de la chaussure. Hein. On fait sur les cannes à pêche les sacs de croquettes pour chiens, et donc oui, on a ce degré-là de service. Et puis on a de l'échange à neuf pendant 100 jours après l'achat. Et puis, honnêtement, si on a un client on a eu le cas d'ailleurs de quelqu'un là qui veut nous retourner un truc qu'il a acheté au mois d'avril et donc il ne s'est pas servi alors on va le reprendre, c'est pas un problème. Ok, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que, pour terminer par une note positive, le salut du e-commerce et notamment celui des pure players passe pas par le service? C'est là où en fait je voulais en venir avec ChicTip, qui est un service où tu finis par acheter de la fringue, hein, on t'envoie une malle, tu prends ce que tu veux, tu repars. Tu as une nana qui s'occupe de toi pendant 10 minutes. Tu vends du service plus qu'un produit. Mais c'est le commerce qui a besoin de service, c'est pas le e-commerce, les pure players, etc. C'est-à-dire que les gens qui vont aller dans les magasins, ils vont demander aujourd'hui le même niveau de droit de rétractation, machin, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le e-commerce qui va devoir s'adapter à l'avenir pour monter son niveau de service, c'est l'ensemble du commerce. L'ensemble du commerce qui va devoir s'adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles volontés et aux nouveaux desiderata, ou pluriel, je sais pas, un desiderata, des desideratae, des consommateurs. Parce que les habitudes que les gens prennent en ligne, le fait de discuter sur... Ils vont aller dire du mal d'un magasin sur les réseaux sociaux de la même façon qu'ils disent du mal d'un site internet. Donc le niveau d'exigence monte, et c'est tant mieux, sous la pression du consommateur et de ses nouvelles envies et de ses nouveaux besoins, y compris pour les gens qui ne toucheront pas au digital, au numérique, et qui continueront à n'avoir qu'un magasin. Et l'autre bonne nouvelle pour vous, c'est que ça peut permettre de sortir la guerre des prix aussi. De se dire, j'utilise le web uniquement pour avoir un meilleur prix. Ouais, mais ça je pense qu'on est déjà en train d'en sortir par les morts, quoi. Enfin, les gens qui, dès le départ, ont envisagé leur modèle par les prix. Mais c'est pas les comparateurs qui vous aident. Si tant est que vous choisissiez d'y aller. Non, mais les comparateurs, ça n'a jamais comparé les prix. Ça donne de la visibilité, mais ça fait bien longtemps que ça ne compare plus les prix. C'est des moteurs de recherche, et puis de toute façon, Google leur a coupé le ticket depuis longtemps. Donc, ouais. Bon, je vais redire le comparateur, tu as raison. On va
vous passez, je sens que vous êtes en train de vous Question bouillonner. Donc, question pour un ou plusieurs de nos monsieur qui a soif. super speakers. Ou si juste vous voulez une chips. Monsieur. Alors, je suis arrivé en cours, alors j'ai peut-être raté ce sujet-là, mais vous parlez de révolution, plein de choses, mais vous n'avez pas parlé d'impression 3D par exemple? Si, on en a parlé, je voulais sortir. On n'en a pas parlé, et en fait là, on n'a pas du tout abordé le sujet de la personnalisation. Alors, on retombe dans cette voie qui est très importante, qui est celle du service. Et la personnalisation, effectivement, est plus ou moins optimisée. La longue traîne, on peut adresser presque n'importe quel besoin des clients. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. On a fait sonner la machine à bullshit. Voilà. Mais c'est une piste de développement qui est très importante pour ceux qui sont déjà en stagnation sur du mass market. Parce que quand on prend les chiffres du e-commerce que nous livre la FEVAD chaque année, on se rend compte que les taux de croissance de ceux qui ont déjà largement exploité et investi leur marché, digitalisé leur marché, le transport, les voyages par exemple, sont en stagnation. Si on prend les couches bébés ou je sais pas quoi, c'est pareil, vous n'allez pas grandir le marché en les vendant par internet, ça va rien changer. Donc effectivement, impression 3D ou gravure ou broderie ou je sais pas quoi, c'est une piste. Ça, si tu arrives à graver des couches bébés en 3D, ça va être vrai. Je crois que je suis à côté d'un pervers. Tiens, d'ailleurs, tous les trois, là, qu'est-ce que vous pensez qu'on n'achètera jamais en ligne ou que vous refusez d'acheter en ligne? Ah, celle-là, je ne voulais pas envoyer. Hein. Honnêtement, tout va se vendre. Ben, tout c'est déjà vendu, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a qui s'est pas vendu en ligne? Qu'est-ce qui ne s'est pas vendu en ligne? Les bébés. Les animaux vivants, ça doit. Il y a eu des bébés sur eBay. Il y a eu des bébés sur eBay. Alors après, la justice a mis le haut là à la vente de bébés sur eBay, mais il y a des gens qui ont essayé de vendre. Vous êtes prêts à acheter des côtes de bœuf? Vous êtes prêts à acheter n'importe quoi? En fait, c'est super. Pardon? Oui, mais la question c'était est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'eux-mêmes ils ont des freins par rapport à ça, quoi? Non, enfin, moi perso, le frein après ça peut être le délai, la confiance, etc. Mais dès lors que. Non, il y a une bagnole, une maison. Moi je connais bien et j'échange assez régulièrement avec les gens de AutoIOS qui sont gros mandataires. Vraiment une voiture neuve toutes les 27 minutes, ou toutes les 20 minutes. Donc ça veut dire que ça se vend quand même. Voilà. Donc on n'a pas parlé d'intermédiation du Bon Coin et tout ça. Enfin, n'empêche que tu nous demandes qu'est-ce qu'on vend. Le cube apostrophe c'est un objet, mais franchement, encore une fois, on achète du service. Tu veux bien acheter une voiture sur internet, mais si tu sais à qui t'as affaire, si le délai est respecté, etc. Ça peut être des couches, ça peut être n'importe quoi. Les produits les plus simples ou les plus compliqués, il faut que tu saches à qui t'as affaire. Et c'est le niveau de service qui va changer le truc. Parce que si c'est à coup de pied dans le cul, t'es pas prêt à acheter. Ouais, le niveau de service, la marque, la notoriété de la personne à qui tu t'adresses, les témoignages des gens qui sont en ligne, etc. Une question de Eric D de Lyon. Alors, c'est pas une question, c'est pour revenir sur ta question. Il faut s'entendre aussi sur ce qu'on entend par acheter en ligne, parce que tu prends l'exemple d'une voiture, donc effectivement on peut acheter une voiture en ligne, mais la plupart du temps, quelqu'un qui achète une voiture en ligne, il peut d'abord aller la voir dans une concession. Donc qu'est-ce que ça... La question c'est qu'est-ce qu'on pourrait vraiment acheter à 100% en ligne sans l'avoir vu en fait, sans avoir pu l'essayer? Rien. Non, mais... Une cartouche d'encre? Moi, tu sais, en 2000, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est tu vendras des tas de choses dans la pêche, mais tu vendras jamais des cannes à pêche, parce que une canne à pêche, c'est un truc, le pêcheur, sa canne, en plus les spécialistes en ont plusieurs, etc. Donc, une parfum qui fait beau. Donc il faut la toucher, il faut l'essayer, il faut voir, etc. Le poids, le machin. On en vend des dizaines de milliers tous les mois. Donc voilà, le frein élevé. Les asticots, on a vendu des asticots et des teignes fraîches par Internet. Alors on s'est arrêté à cause des Corses.
parce qu'on envoyait le mercredi pour que ça arrive frais le vendredi ou le samedi matin pour la pêche le week-end. Malheureusement, en Corse, de temps en temps, c'était livré que le lundi et ça avait passé le week-end sur un quai au soleil. Avec du fromage. Et quand ils ouvraient le truc, ça s'envolait. Et donc on a essayé de dire, on va arrêter de livrer la Corse. Et là, ils nous ont dit, hop là, discrimination. Donc on a dit, on va arrêter On va avoir des problèmes. On va prendre des bons, exactement. Donc, on s'est dit, on va pas se faire pour on va essayer d'être galant pour finir. Moi j'avais une question justement, on a tout maintenant, on a les outils, on a les banques passantes, les forfaits, mobiles et tout, mais on constate quand même effectivement une stagnation de la croissance de l'e-commerce, que ce soit pure player ou autre. Pour vous, c'est quoi les freins? Comment ça se fait que ça... Oui, je te laisse répondre parce que j'ai souhaité la fin. Oui, non, alors, en tout cas en ce qui nous concerne, on ne voit pas de stagnation, hein, c'est-à-dire que par contre, clairement, ce qu'on voit quand même, c'est les que... chiffres. Ouais, j'ai pas de problème avec ça, on a 60 sur PC, 20 sur tablette et 20 sur smartphone. Je parle en pourcent. Le truc par contre qu'il faut voir, c'est que on avait, il y a encore 3 ans, en smartphone on était à 6, et là on est à 20. Et cette année, le smartphone il est passé au-dessus de la tablette. Par contre, si je regarde la fréquentation de tablette, le soir, pendant le film du dimanche soir, là on est à 40%. Donc c'est plus... Il y a un pourcentage de votre chiffre global? Pourcentage de votre chiffre global. Moi, je me refuse toujours à parler de ça, pour une raison qui est toute bête, et ça, je vais vous l'expliquer. Vas-y, appuie sur ton bouton, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que y a, on va dire, des grands économistes qui nous disent « Oui, mais il y a 90% des achats en boutique qui ne sont pas préparés sur Internet. » Donc, est-ce que c'est du chiffre d'affaires digital ou pas? Et quelque part, c'est le grand principe quand même du retail, c'est-à-dire que moi, si je fais en sorte de faire grossir mon chiffre d'affaires, ouais, j'ai un tunnel de conversion plus important, etc. Mais c'est pas vertueux. C'est pas vertueux et voilà, j'ai pour principe de dire qu'à partir du moment où quelqu'un achète un produit Caravan, que ce soit en ligne ou en boutique, j'ai fait mon boulot. Voilà. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, c'est que les boutiques me posent, ils disent mais sur internet vous faites quoi en chiffre d'affaires? Si on répond à cette question, on est mort. Et il y a d'autres pistes aussi, parce que il y a une partie de la clientèle, ou de la clientèle potentielle, qui ne comprend pas comment fonctionne le e-commerce. Je plaisante pas du tout, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas Internet, etc. La progression dans la population et la confiance... Les internets. Les internets, ouais. J'aime bien les internets, parce qu'en fait il y a plusieurs internets, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui n'est pas encore prête, pour différentes raisons, à acheter en ligne. Ça c'est le premier truc. Ensuite, en termes d'équipement, on a quand même un pays qui est plutôt assez bien connecté avec des prix très bas, mais on n'a rien vu en termes de connexion. Aujourd'hui, vous allez à Londres ou dans certaines capitales européennes, et peut-être à Paris, mais je ne suis pas parisien, pardon. Vous avez des connexions à très très haut débit, c'est quoi, du 100 giga, du très haut débit. Ça laisse entrevoir beaucoup plus d'interaction entre le client et le vendeur. Aujourd'hui, on ne chatte pas beaucoup, on ne montre pas beaucoup le produit, etc. On peut imaginer que dans quelques mois, il y aura de la télévente avec quelqu'un en face qui vous fait l'article, qui vous montre la serviette d'éponge, comme sont belles les bouclettes. Exactement. Ouais. Exactement, mais une vraie proximité humaine. Je suis assez d'accord avec toi sur ce potentiel-là. Après, la rentabilité, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais effectivement, je pense qu'en termes de volume, il reste encore beaucoup à venir par rapport à nos amis du Nord. La vraie problématique du mobile aujourd'hui, c'est que sa fréquentation monte très vite et que donc il prend des parts de trafic au desktop. Le seul problème, c'est que sa transformation est moitié moins bonne. Donc, dans la croissance du chiffre d'affaires, aujourd'hui, le mobile n'est pas complètement un vecteur de croissance, il est plutôt un frein, dans le sens où ça transforme moins bien, et que tant qu'on n'aura pas appris à créer les bonnes passerelles entre les deux, avec le panier persistant qu'on récupère sur le mobile et qu'on retrouve sur le desktop derrière, sur le fait qu'on ait mis des systèmes de paiement qui n'obligent pas à rentrer son numéro de carte sur le mobile, etc. Donc, les marchands vont progresser parce que quand on se rend compte qu'on fait 30 ou 40% de son trafic avec un taux de transformation moitié moins fort, ça tape très très fort sur la rentabilité et sur le modèle. Parce que par contre, les coûts d'acquisition sur mobile, depuis que Google s'est mis là aussi à appuyer sur la pub mobile, ça fait comme ça. Donc tout ça, il faut faire confiance aux marchands sur le fait qu'à un moment, ça devient tellement inacceptable cette déperdition sur le mobile que les moyens vont être mis
Et il y en a qui ont déjà commencé de manière forte. Alors, il y a les applications, bien évidemment, mais les applications, c'est aussi un autre problème, c'est qu'il faut les faire télécharger et puis que les gens sont... Donc, c'est aussi un budget considérable pour des choses. Mais juste avec les sites mobiles, il y a énormément de marge de progression par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et transformation sur mobile, il est juste... si on fait, comme le disait mon voisin, François, oui, mon voisin retailer physique, c'est-à-dire que si on attribue le chiffre d'affaires du mobile uniquement au mobile, son taux de transformation est très faible. Après, il faut arriver à voir ce qui a été préparé en mobile et terminé sur le desktop. L'inverse, qui peut être vrai aussi, les newsletters sont par exemple beaucoup plus ouvertes sur mobile aujourd'hui. Donc ça aussi, ça modifie le modèle, le marketing, les heures de la journée auxquelles on envoie, etc. Donc il y a des tas de choses à réapprendre et à affiner. Le mobile, on n'en voit pas le bout encore. C'est-à-dire que... Oui, enfin, il faut quand même que les marchands se bougent un peu les fesses parce que, franchement, quand on fait des évaluations de sites, le contenu, il est pauvre. L'action de conversion, ce qu'on attend du visiteur de la page, en général, c'est t'achètes ou tu te casses, alors qu'on pourrait rentrer en contact avec lui. Et alors, quand on se met sur mobile, ça c'est encore pire, on arrive sur des pages où on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut en voir de la bouclette avant de voir l'étiquette de prix. Le marchand est pauvre. Non, c'est pauvre parce que le marchand... Parce que vous nous avez non, parce que depuis 2 ans, il y a des marchands qui n'ont pas été sur leur site, sur leur mobile, et qui n'ont pas regardé les mauvais choix. C'est que non, c'est que les prestataires... Non, je ne dis pas des mauvais choix, mais très simplement, faire le tour de son site de temps en temps et regarder si ça marche. Les gens pleurent sur Google, mais Google ne vient que entériner ou sanctionner le comportement des utilisateurs. Il n'est pas méchant, Google, il n'a aucune intention, il s'en fout. Mais si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez proposer comme action de conversion à votre visiteur, vous êtes cuit. Franchement, est-ce que quand vous arrivez sur un iPhone, sur une page de serviette éponge, vous êtes capable de la mettre au panier et d'aller jusqu'au bout de la transaction? Faut pas déconner. Faut pas déconner. Non, mais c'est abusé. Il faut un microscope pour rentrer ton numéro de carte bleue, c'est vrai que... Non, mais il faut un microscope. On a un intérêt pour le produit, on peut même pas le mettre de côté, sauvegarder une wishlist ou je sais pas, faire quelque chose avec. Ça va pas. Et il ne s'agit pas de révolution technologique. Plus maintenant. Non, mais il faut aussi donner, parce que ça, c'était un peu dans l'intitulé, là, on avait parlé du marchand de pelle et de pioche, c'est qu'il y a eu depuis quelques années, et ça continue, une surenchère des solutions qui vont vous faire améliorer la transformation, des trucs qui vont vous générer de la data et vous sortir des feeds, vous éviter que votre consommateur il s'en aille au moment où il sort, on lui fait coucou. Enfin, des solutions pour mieux vendre, plus vendre, monter le panier, améliorer le taux de transfo, le multiplier par 12, améliorer le tunnel de conversion, etc. Il y a un empilage de toutes ces solutions qui fait qu'au bout du compte, il ne reste plus de marge pour juste faire le b.a.-ba du métier. Et qu'à un moment, comme le dit Hervé, il faut se mettre sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut que le site tourne correctement, que les pages soient correctement construites, avant de commencer à mettre de la personnalisation, des trucs qui vont sortir de droite et de gauche. Il y a le b.a.-ba à faire, le truc du métier, c'est-à-dire de refaire la vitrine de temps en temps, et voilà. Parce qu'autrement, la marge, elle est partie, et il n'y a même plus de quoi payer la personne qui va refaire la vitrine. Donc, souvent des demandes des commerçants qui sont à travail, donc on y va. Mais il faut qu'on rentre à la maison. Mais vous aviez une question, monsieur, qui approuve. Oui. Comme vous approuvez, on vous donne la parole. C'est normal. Vous avez raison, ça rejoint la notion de service qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le b.a.-ba, c'est effectivement déjà faire bien son métier. Et souvent, on a des demandes sous le grand angle de l'innovation, etc. Et bon, on leur dit à nos clients, mais déjà, la base même, vous ne la faites pas bien. Donc arrêtez de vouloir acheter des configurateurs, des outils à tir à l'arrière de tous les côtés, puisque la base même de votre métier, vous ne la faites pas bien. Et comme vous le dites, vous ne regardez pas ce que vos utilisateurs, ce que vos clients font, voient et disent sur les différents devices. Et ça, on le constate, mais tout le temps. Donc je pense que ça, c'est vraiment le conseil que doivent entendre les commerçants. C'est cette base. Contrairement à ce qu'on entend, il ne faut pas forcément beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour financer un stock. C'est la merde de financer un stock.
surtout si vous financez un stock qui tourne mal, qui tourne pas. Vous empilez des bifetons pour rien. Ça, si vous ne connaissez pas vos clients, leurs besoins et les produits que vous devez sourcer, vous flinguez la boîte. Et le niveau de stock, l'immobilisation financière stock, c'est la cause de défaillance numéro 1 depuis bien avant que le fax arrive dans les entreprises. Depuis que le commerce existe. Exactement. Donc ça, il faut le dire, c'est pas une affaire de e-commerce. Quand Olivier parle de boucherie, il parle de boucherie parce qu'il y a un tas de gens qui sont des psychopathes et ils se disent je vais faire du commerce parce que derrière un écran, la nuit, quand j'arrive pas à dormir, je vais pouvoir faire du commerce. Alors que c'est un métier relationnel. Ils sont dans un métier relationnel qui n'ont rien à y foutre. Donc évidemment, ils finissent dans le ravin parce que de toute façon, la relation client pour eux, c'est parler vénusien, ça n'existe pas, ça marche pas, ça marchera pas. Donc les fondamentaux commerciaux sont là. Et ce qui est terrible pour le e-commerce, c'est que ces gens-là se plantent en ayant l'impression peut-être que c'est la faute soit de Google, soit du méchant prestataire. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ne s'étaient pas posé les bonnes questions à la base. Là on sort même du cadre du e-commerce. Là, on parle d'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'un site de e-commerce, il faut d'abord pas oublier que c'est une entreprise. Et donc, une entreprise avec des clients, il faut faire en sorte qu'ils aient envie de travailler avec vous. Et puis, il faut qu'il y ait un modèle qui soit sain, que la boîte soit bien gérée, et que là on est vraiment sur les fondamentaux, mais là, c'est même plus les fondamentaux, on est encore des sous-terres et on fait les fondations. Quoi, parce que, non, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de e-commerçants qui confondent la trésorerie et parce que la croissance génère l'illusion de la rentabilité. Donc, quand tous les mois on fait 20% de plus que le mois d'avant, etc., il y a toujours un peu d'argent en caisse, jusqu'au moment où il faut payer les factures des 2 mois d'avant, du moment où on a acheté le stock ou du moment où on a passé commande. Et en fait, cette obligation de gestion, elle est probablement encore plus forte avec les transactions virtuelles rapides, l'argent qui rentre, qui sort, etc., que dans une boîte traditionnelle où il y a 3 factures par mois, on sait quand on a fait des stocks, on sait qu'on ne va plus rien commander pendant 2 mois, etc. Donc ça demande une exigence, une multitude de savoir-faire beaucoup plus important que ce que nous demandait le commerce traditionnel. Donc c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus méchant, beaucoup plus énervant, beaucoup plus fatigant. Faut être bougnat pour faire ça. Une année de e-commerce, c'est 10 ans de commerce. Moi j'ai 20 ans, ça se voit pas. Un bougnat. J'ai compris bougnat. Mais je pense que ce que vous dites, c'est... j'en profite. Ah, il a un micro, bravo. Vous faites quoi, monsieur, comme activité? Oui, quelle est votre activité? Je fais de l'UX design, comme on dit, c'est un peu à la mode en ce moment. En fait, on réfléchit plutôt aux problématiques des consommateurs, transposition d'interface. Mais je pense que c'est la plus grosse difficulté pour l'innovation dans le service. On parle de service tout à l'heure. Les exemples d'acheter en ligne, je pense qu'on pourrait acheter n'importe quoi en ligne, et c'est d'ailleurs ce que comprennent difficilement les marques de luxe, sans l'avoir vu, à partir du moment où effectivement on a confiance, on vient m'apporter ce produit-là, je peux le garder, je peux l'essayer 3 jours, je peux le ramener, de toute façon on a un numéro de carte bleue. Mais ça pose ce problème que vous soulevez. Pour les marques de luxe, c'est encore plus difficile parce qu'elles ne savent pas dire merci, et c'est cette tradition française bien ancrée, c'est que en fait on n'a même pas une claque sur les fesses. Le client passe, non mais regardez les vidéos de Manuel Diaz, vous achetez un sac Vuitton à 3 000 €, alors, en plus si vous êtes japonais, vous vous retrouvez dans la rue avec votre paquet et puis ciao quoi, hein, bye, on ne veut jamais plus entendre parler de vous. Et donc là, on revient aux fondamentaux du commerce. Enfin, moi Steve Jobs m'a jamais appelé pour me dire merci. Hein. Oui, il est mort, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il est mort. Tim non plus. Par contre, quand on appelle le SAV, ils connaissent notre prénom. Question, premièrement. J'ai une question justement sur cette importance de l'UX, finalement, si vous êtes plutôt native, qu'est-ce que vous conseilleriez, avantages, inconvénients et par rapport à moi je conseille web app ou web native. Ouais. Non, moi je conseille rien. Encore une fois, à part les fondamentaux, bon, je suis à peu près sûr. Sur tout le reste, j'essaie de me dire que chaque cas est un cas particulier,
que chaque client est unique en face et qu'il ne va pas avoir les mêmes besoins. Nous, on le voit sur les pêcheurs de carpe et les pêcheurs de truites. C'est tout con, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ils n'ont pas le même panier moyen. Ils ne passent pas par le même endroit. Il y en a qui utilisent le moteur de recherche et d'autres non. Et on ne parle pas des pêcheurs de bar en mer ou de brochets en rivière et brochets en étang qui ne se comportent pas de la même façon. Donc, en fait, le seul truc qui va dire ce qui marche et ce pourquoi je suis le plus, c'est on va faire des tests, on va essayer de faire un truc, on va regarder, on va mesurer la chose, on va dire c'est bien, on va essayer autre chose, on va regarder comment ça marche et ce que ça coûte, parce que on regarde aussi ce que ça coûte par rapport à ce que ça peut produire en amélioration, et à partir de là on tranche, et ce qui est mieux, c'est ce que le client trouvera mieux. Et le client, ce qu'il trouve mieux, c'est le chiffre d'affaires, mais pas uniquement. C'est aussi combien de fois il va revenir derrière. Est-ce qu'il va vous écrire pour vous dire qu'il est content ou pas, et donc d'essayer de... En fait, le truc, mais qui est vraiment sur le long terme, parce que ça, l'instantanéité des datas qui arrivent, malheureusement, elle donne que des données à l'instant T. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des clients qui ont été super fidèles pendant 3 ans, en commandant quasiment toutes les semaines, et puis d'un jour à l'autre, ils se mettent en colère, ils ne viennent plus, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est important d'arriver à comprendre dans le truc. Plus de savoir si le site est responsive, pas responsive, etc. C'est-à-dire qu'après, on est dans... En fait, la technique et ce qu'on fait, c'est juste des modes de réponse à des demandes et à des problèmes clients. Et je pense que vous... Et je coupe Olivier parce qu'il est lancé à bloc là, mais le truc c'est que je suis surpris, mais en termes de SEO, de référencement, c'est exactement la même chose. Vous répondez, je vous accuse nommément comme ça, de manière vindicative, mais on a des SEO, des designers, des graphistes, des gens qui sont sur le UX, qui travaillent sur des chantiers de clients et qui n'ont pas qualifié clairement la demande de leurs clients. Et encore une fois, la conversion. Qu'est-ce que vous attendez de votre visiteur? Alors, il y a des mecs qui font des trucs super. Non, mais rétention, mais c'est... Et donc, c'est pas qualifié, donc en fait, vous travaillez en freestyle. Et comment évaluer une demande qui n'est pas qualifiée? Ça, je m'interroge toujours. Je trouve ça vraiment formidable. Je reviens au truc de tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de l'entretenir? Est-ce qu'on est capable de le faire vivre? Et est-ce qu'on est capable de le comprendre déjà dans l'entreprise? Est-ce que le truc il va être porté par ou c'est juste une décision de l'ingénieur en chef, du DSI ou du patron? Et tout ça, ça implique de gagner ou de perdre, en gros. J'aurais tendance à dire, c'est pas important. Enfin, en tout cas, c'est pas là que c'est vital, quoi. Bonsoir. Parce qu'il y a le service de nuit qui va venir. Ouais, la question s'adresse, je représente Milésia, on fait de la lingerie et on se digitalise. Question pour le pro de la pêche en ligne. Bip. Là, ça fait Pêche Online. Quel est ça fait 16 ans ou 17 ans que vous avez l'expérience du web. Quelles sont les 2 ou 3 choses que vous ne referiez pas aujourd'hui avec l'expérience que vous avez accumulée? J'aurais tendance à dire qu'on ne referait pas aucune. Probablement, il y en a qu'on arrêterait plus tôt ou qu'on arrêterait plus tard. Enfin, tous les trucs qu'on a loupés nous ont appris quelque chose. Alors, très souvent, on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Et on s'en sert aujourd'hui de choses qu'on a essayées en 2003, 2004. Un petit exemple, allez. Non, mais pendant très très longtemps... Le gros fail de pêcheur.com. Eh ben, pendant très longtemps, j'ai considéré que le gros fail de pêcheur.com, ça avait été d'arrêter complètement la place de marché et de ne pas l'avoir laissé pendant des années, parce que du coup, on a laissé se développer une concurrence à côté de nous, qui probablement serait venue vendre chez nous, et on les aurait vachement plus tenus sur notre site que sur les sites d'à côté. C'était beaucoup plus facile pour les veiller déjà, par exemple. Donc pendant très très longtemps, j'ai eu ce truc-là. Et puis,
ma réflexion sur les places de marché est arrivée sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, ce n'est pas une demande des clients et que la place de marché, ce n'est pas un truc cohérent. Et que le fait de l'avoir arrêté brutalement, enfin brutalement, on a mis un petit peu de temps, mais en tout cas on l'a arrêté vraiment, nous a obligés à être meilleurs dans ce qu'on a fait, à le construire plus vite et à le penser sur le long terme. Donc avec le recul, j'ai pas les regrets que j'avais à un moment. Les regrets aujourd'hui que j'ai, c'est plutôt des regrets humains. C'est sur la croissance des équipes, la manière dont aujourd'hui on est en train de travailler sur la libération de l'entreprise, comme la conférence d'avant, sur l'autonomie, la responsabilisation de tous, et en allant le plus loin possible, parce que aujourd'hui, le plus gros regret, c'est qu'à un moment, on s'est loupé en faisant des silos avec des expertises métiers, et que ça nous a freiné, parce que ça a freiné très fort, ça a freiné et frotté très fort au niveau humain. Donc le plus gros regret, il est là. C'est de ne pas avoir été assez bon sur l'humain, en se disant que le client était tellement important que les collaborateurs passaient après. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte que les gens dans l'entreprise soient responsables, soient bien dans leur boulot, et une vraie vision claire de là où on va, là où ils veulent aller, et qu'ils aient la décision, nos clients seront bien traités. Et le plus gros regret, c'est de l'avoir pris à l'envers et d'avoir mis autant de temps à s'en rendre compte. Voilà. Donc ça, oui, le vrai regret, c'est celui-là. C'est affolant cette histoire en fait, hein. Parce que la conf d'avant, c'était comment était formulé le thème? Libérer l'entreprise, mais il y a 3 comptes sur ce sujet cette année. Le phénomène de silo et d'inversion de valeurs et d'organisation que vient d'évoquer Olivier, on le trouve à peu près partout. Je pense que chez Carré Blanc, c'est la même question. Mais en tout cas, malheureusement, au sein de l'association, on trouve des pure players, on trouve des entrepreneurs indépendants, des petits, des gros. Mais parmi les grandes entreprises, je ne cite pas les noms, ils ne m'ont pas demandé de parler d'eux, mais des marques de créateurs qui commencent à être un peu solides, un peu internationales, etc. Ou dans les cosmétiques, ou dans ce type de produits qu'on trouve beaucoup en Provence. Le nombre de directeurs e-commerce ou de directrices e-commerce qui ont pu passer, c'est assez affolant parce qu'en fait il y a de la casse. On les voit arriver dans l'assaut, coucou, je suis le nouveau directeur e-commerce. Voilà, et le nouveau directeur e-commerce, d'abord il s'engueule avec son directeur logistique, après la finance, parce que comme vient d'expliquer Olivier, le fonds de roulement il ne se traite pas de la même manière. Puis avec la compta, l'organisation, machin, parce que les clients ils veulent tout dans leur petit carton. Enfin bon, donc le directeur de commerce il est en transversal et il se fait péter les tibias tous les matins. Comme il n'en a que 2, en fait, au bout d'une semaine, il est en chaise roulante. Et puis au bout d'un mois, le gars, c'est soit le psy, soit l'ADEME, soit voilà. Et je caricature à peine. Donc la question de l'organisation de l'entreprise et le bouleversement occasionné par le numérique, on lit des articles toute la journée dessus, mais c'est pas du tout de la rigolade. C'est une vraie question. Donc, pour résumer, les collaborateurs avant les clients, on irait jusque-là? Ça ferait une belle conclusion. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui fait référence qui s'appelle « Les collaborateurs d'abord et les clients ensuite ». Donc on est d'accord avec ça. Est-ce qu'on a Allez, toute dernière question. Les questions pourries sont autorisées. N'hésitez pas. C'est où le buffet? Ça me paraît bien de terminer là-dessus. Je pense qu'on peut vraiment...